toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball On Air. Et qui dit période de trêve dit émission consacrée à l'Eurocup. Et comme d'habitude, quand on parle basket européen, Corentin Rodriguez de The Upset Media nous accompagne. Corentin qui, je pense, doit être un peu sevré de basket européen, il n'y en a pas eu cette semaine. Comment vas-tu, Corentin ? Est-ce que tu survis ? Salut les gars. Ouais, très content d'être avec vous déjà, ça c'est super important. Et puis ouais, je regarde les matchs d'Euroleague que j'ai pu zapper. On a la chance d'avoir la Coppa Italia, la Coppa ACB et puis accessoirement la Leaders Cup. Et celui qui est avec nous, il a des tout petits yeux ce soir parce qu'il a veillé pour les concours du All-Star Game, c'est Flavien. Salut Flavien. Salut. Ouais, j'ai bien fait de veiller cette année pour une fois. C'était pas trop mal. C'est vrai que les concours étaient plutôt pas mal du côté de la NBA cette année. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est l'Eurocup, c'est Paris, là, pour les 30 prochaines minutes environ. Petit rappel rapide du format de l'émission. D'abord, le bilan des matchs du Paris Basketball depuis l'enregistrement du dernier épisode, c'est-à-dire tous les matchs du début d'année 2023, avec les choses qui nous ont plu et celles qui nous ont déplu. Ensuite, pas de débat aujourd'hui, plutôt un focus sur les jeunes joueurs du club parisien en Eurocup, avec les piliers, bien sûr, que sont Ismaël Kamagaté et Juan Bégarin, mais aussi les moins expérimentés Diawara, Maloya et Amon Crespin, qui pourraient tirer leur épingle du jeu en cette fin de saison, notamment en Eurocup. On vous dira pourquoi. Et pour finir, on parlera évidemment du calendrier à venir pour les Parisiens en Eurocup, qui entament leur dernière ligne droite avant les playoffs. Mais ça, ce n'est pas pour tout de suite. En attendant, jingle, et on est parti pour ce 4e numéro de notre émission dédiée à l'Eurocup. Bonjour à tous, c'est Ismaël Kamagaté du Paris Basketball et aujourd'hui vous écoutez Paris Basketball On Air. Paris avait fini 2022 sur de très bonnes notes en Eurocup. Et bien en 2023, c'est peu ou prou la même chose pour le club de la capitale. 3 victoires, 2 défaites depuis notre dernier podcast Eurocup, mais surtout une qualification en play-off assurée et ce, 6 matchs avant la fin de la saison régulière. Si on nous avait dit cela en début de saison, franchement, je pense qu'on tous les trois, on ne l'aurait pas cru, même Antoine qui n'est pas avec nous. Alors commençons par cela, messieurs. C'est d'ores et déjà le gros point positif de la saison de Paris, entre guillemets, cette première partie du contrat qui est remplie pour Paris, la qualification en play-off d'Eurocup. Corentin. La qualif, je suis super content. Objectif rempli, on peut dire, et bien avant la date que l'on espérait. On y a cru. Je pense que au fur et à mesure, on a commencé à penser que ça le ferait. On avait discuté l'année dernière en disant il faut 4 victoires minimum pour passer en play-off. Ça y est, on est large devant. Maintenant, il va falloir juste songer à comment on va se classer pour voir sur quoi on va tomber. Donc, c'est la grande question, mais c'est super positif. Je sais pas comment vous le sentez, mais je trouve ça incroyable. Une première saison en Eurocup, play-off tout de suite. Bravo les gars. Surtout que quand on a fait la preview de cette saison d'Eurocup, franchement, alors oui, on s'attendait à ce que Paris se qualifie en play-off, mais comme je le disais, 6 matchs avant la fin de la saison régulière. Alors elle est longue cette saison régulière d'Eurocup, 18 matchs, mais quand même déjà aux 3/4 se dire que Paris est déjà qualifié en play-off et a de bonnes chances même d'avoir l'avantage du terrain au premier tour, c'est quand même une surprise. Flavien, franchement, on n'avait pas parié dessus, en tout cas aussi tôt dans la saison. Oh, même, on n'avait pas parlé du tout court. Je pense, si vous réécoutez un peu les podcasts qu'on avait. Dans les 8 premiers, on pouvait se dire que c'était possible. Oui, non, mais aussi haut, en tout cas, c'était pas forcément envisagé. Quand tu vois qu'à la 14e journée, t'es 4e avec seulement 2 victoires de retard sur le premier, qui sont en fait les 2 défaites que t'as pris contre Grande Canaria. Franchement, c'est vraiment réussi cette grosse première partie de saison en Eurocup. Et maintenant, comme tu l'as dit, il y a le sprint final pour aller chercher le meilleur spot et pourquoi pas avoir un tirage, un adversaire plus facile dès les 8e en play-off dès le mois d'avril. Franchement, on le dit, c'est le point positif depuis le début de saison, parce que effectivement, en championnat, Paris est à la traîne et voit son maintien pas forcément assuré comme on pouvait l'espérer également en début de saison. Donc là, l'Eurocup, tout fonctionne. Je me souviens que fin décembre, quand on fait le dernier épisode, on se dit il y a des matchs qui vont être à prendre, mais il y avait quand même de grosses chances d'aller en play-off. Et encore une fois, tu finis la période janvier-février avec 3 victoires, 2 défaites. C'est plutôt honnête, je trouve.
Et surtout que la petite différence par rapport à la fin d'année dernière, c'est que là, Paris a réussi à gagner avec un effectif amoindri. Alors il y a eu quelques renforts, Michael Roll notamment, je te demanderai ton avis un petit peu sur lui, Corentin, que tu connais bien certainement. Mais c'est très positif pour Paris d'avoir réussi à gagner sans Kyle Allman qui a été blessé voilà, une grande partie du mois de janvier et là au mois de février, sans Juan Bégarin qui a également loupé des matchs. Finir en positif, c'est voilà, comme le disait Flavien, cette période de janvier-février, c'est positif pour Paris, Corentin. Je suis très content sur plusieurs points notamment. Euh, j'ai vu une équipe qui m'a surpris sur 3 points. La première chose, c'est qu'on avait un Wallace un peu plus meneur, quoi, un peu plus passeur, il tricotait un peu moins, c'était intéressant. Un joueur comme Gauthier Denis qui était un peu plus saignant et passait pas sa vie derrière l'arc. Bon, les renforts étaient intéressants, même si Michael Roll, Dieu sait que j'aime ce joueur. Il a eu la tunique milanaise pendant quelques années. Contre Granca fait quand même un sale 1,8 derrière l'arc, mais je ne saurais le répéter. La paire Sims-Evans à l'intérieur, la relation intérieur-intérieur est un régal. Je me suis bien régalé. Donc voilà, sur les 3 victoires, on a quand même vu des choses très intéressantes. Et surtout, on voit des équipes qui ont du mal à s'adapter au jeu du Paris Basket. Même si elles avaient déjà joué contre elles, Ankara, Trento notamment, bah, ils n'ont pas su s'adapter et ils se sont fait submerger et puis c'était réglé quoi. Donc c'est de très bons, pour moi, de très bonnes nouvelles pour la suite, quoi. C'est vrai que Tyrone Wallace était déjà très bon sur la fin d'année civile dernière, mais c'est vrai qu'avec la blessure de Kyle Allman, il a encore plus embrassé ce rôle de meneur gestionnaire et il l'a fait à plutôt bon escient. Et c'est vrai que tu fais bien de le remarquer dans les points positifs de Paris. Qu'est-ce que tu as pensé de la signature de Michael Roll? Justement, tu dis que tu le connais bien. Bah, parle-nous-en un peu comment t'as perçu toi cette signature et au final bah, comment dire, ce passage assez court de la part du shooter américain. Bah, c'est simple, j'avais mis l'argent de côté pour me prendre le maillot Eurocup. On va pas se... Je voulais déjà le prendre, hein. Mais Michael Roll, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un mec qui a joué dans des grandes maisons en Euroleague, notamment un club que j'aime beaucoup, l'Olympia Milano. Il a joué à Caja Laboral à l'époque, donc Baskonia. Il a joué à Saragosse, Beşiktaş et surtout au Maccabi Tel Aviv. Donc c'est un joueur qui est très référencé au niveau européen. Un shooter soyeux, franchement un des meilleurs shooters au niveau européen. Alors bon, maintenant il a l'âge qu'il a, mais à l'époque il était très très solide. Et surtout, il a une grosse capacité d'adaptation parce qu'il est passé par toutes les divisions en Europe. Il a fait du championnat turc, il a fait la Belgique et surtout le gars s'est fait naturaliser tunisien et il a gagné la Coupe d'Afrique des Nations en 2021. Donc c'est un mec qui sait s'adapter. Donc je pensais que ça allait le faire à Paris et j'avais bon espoir qu'il le signe jusqu'en fin de saison. C'est pas arrivé, donc il est reparti. Bah, c'est dommage, mais quelque part à l'avoir vu avec la tunique de Paris, ça m'a régalé. C'est dommage parce qu'il aurait pu. C'est vrai que son profil de shooter et également de porteur de balle, on va dire, secondaire ou tertiaire, aurait été intéressant pour Paris sur la fin de saison, notamment bah, là avec les blessures qu'il y a eu en janvier-février. Donc voilà, c'est dommage que Michael Rowan n'ait pas pu rester. En bout de chaîne, c'est vraiment élite, hein. Mm. Je dirais pas que c'est du niveau de l'autre folding de l'Euroleague là, du Barça. Le nom m'échappe, excusez-moi, qui est un très bon shooter aussi. Mais c'est un très bon shooter et surtout il peut shooter sans poser un dribble et il a un jeu sans ballon que je trouve fou. Donc ça aurait été très intéressant et surtout pour le championnat. Et pour le seul match d'Eurocup qu'a disputé Michael Roll, c'était dans une sévère défaite à Grande Canaria. Et justement, bah, là, Flavien, je me tourne un petit peu vers toi pour parler un petit peu des points négatifs pour Paris sur cette période. C'est que bah, Paris, voilà, on se le demandait. C'était notre débat de la précédente émission. Paris qui était un petit peu un ton en dessous des grosses équipes. On attendait peut-être bah, une réaction en janvier-février et c'est pas arrivé. Une débâcle à Grande Canaria où Paris encaisse 118 points. Une défaite également à Tel Aviv, un petit peu dans l'enfer de leur salle. Mais c'est un petit peu le point négatif qu'on va retenir, Flavien, c'est que bah, Paris a gagné encore une fois contre les petits, mais n'a même pas su, j'ai envie de dire, opposer une grande résistance face aux favoris de son groupe en tout cas.
Ouais, on fait exactement le même constat en championnat d'ailleurs, mais c'est vrai que contre Grande Canaria et Tel Aviv, Paris a pris 2 défaites et 2 défaites, c'est 4 des 5 défaites de l'équipe en Eurocup. Après, Grande Canaria, c'est un peu particulier, c'est un déplacement dans un moment d'un calendrier très chargé. Il y avait 3 déplacements, dont un déplacement à Monaco. Il y avait 3 blessés, Axel Toupane, John Bégarin et Kyle Holman. Donc tu te retrouves, effectivement, Michael Roll qui venait d'arriver va jouer deuxième meneur de l'équipe. Il connaît pas forcément toute l'équipe. Enfin, tu le vois comme l'a cité Corentin, 1 sur 8 à 3 points. Juste, il a tenté, c'est pas passé. Je donnerais pas forcément. Il y a quand même un gros écart à la fin. Il y a quand même 118 points encaissés. Je crois que c'est la plus grosse marque de la saison en Mm. Eurocup pour une équipe. Mais je donnerais pas forcément cette défaite comme un point négatif parce que de toute manière, il n'y avait pas forcément grand chose à avoir de ce match. Et même au match aller, il y avait au moins 3 joueurs qui étaient malades. Et Jérémy Evans, je me souviens, avait pas pu jouer. Je trouve que tu peux pas forcément jauger sur les confrontations contre Grande Canaria. Par contre, contre Tel Aviv, c'est beaucoup plus difficile parce que moi, je trouve que cette équipe est athlétiquement vraiment puissante, Tel Aviv. Et sur les 2 matchs, il n'y a pas eu photo, quoi. Donc c'est vrai Mm. que tu sens un plafond de verre. Par contre, contre Turc Télécom, au début du mois de janvier, ça a été impeccable. Et tu vois quand même, il y a un plafond de verre, certes, mais pourquoi pas, qui est pourquoi pas exploitable pour Paris contre des gros. Hein. C'est pas mort, mais en tout cas, c'est vrai que les 2 matchs contre Grande Canaria et Tel Aviv font un peu tâche là dans le bilan qu'on fait de ce mois de janvier-février. Effectivement, je me permets de rebondir à ce qu'a dit, Flavien, excuse-moi, Lilian. Je suis entièrement d'accord. Alors, on ne sait pas sont concertés, mais dans mes notes, dans les points négatifs, j'avais quid face à des équipes plus physiques. Et ben, on l'a vu avec Tel Aviv. Et de l'autre côté, il y en a aussi dans l'autre poule. Et accessoirement, quid face à des équipes avec un haut QI basket, type Badalone, Venise, qui savent s'adapter. Ça va être intéressant de voir ce que va proposer Paris en playoff. Et ce plafond de verre, j'espère qu'ils vont le faire sauter parce que c'est une équipe qui est séduisante et qui, je pense, a une énergie contagieuse. Donc ça peut le faire. Mais attention quand même parce que enfin, il y avait des blessés, mais normalement, tu dois au moins en prendre un des deux contre Tel Aviv parce que euh, voilà, cette équipe, elle est vraiment physiquement prête normalement pour ce genre de rencontre. Après, la chance, le déplacement, l'ambiance, ça joue énormément aussi. C'est intéressant que tu notes l'importance de l'aspect du QI basket des équipes que rencontre Paris, parce que nous, le constat qu'on fait notamment en championnat, c'est que Paris a parfois du mal à s'adapter ou s'adapte trop tard dans les rencontres. Et c'est vrai que face à des équipes qui comment dire, baladent un petit peu Paris, ça peut jouer. Mais le point que moi je me demandais, et j'ai l'impression que c'est une tendance générale dans cette compétition, c'est que là, les 5 matchs de Paris de ce début d'année, ils sont tous à sens unique, dans le bon comme dans le mauvais sens. C'est-à-dire dans les victoires de Paris, c'est vraiment des Paris domine outrageusement ses adversaires et dans les défaites, Paris est complètement largué assez rapidement dans les rencontres. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu le cas dans beaucoup de rencontres d'Eurocup. Corentin, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que le format de saison régulière qui est assez long, on l'a déjà dit, fait que les équipes, on va dire, si elles débutent pas le match du bon pied, elles vont rapidement lâcher et pas forcément se battre jusqu'au bout, sachant que le week-end, il y a le championnat domestique qui est là et qui prend également de la place. Alors, ça dépend vraiment des équipes. Certaines, c'est très clairement le cas, notamment quand tu es dans certaines ligues très concurrentielles, type, tu vois, le CD Vita, Reyer dans l'autre poule, l'équipe de Venise, l'équipe de Ljubljana, où en championnat, tu dois être bon pour retrouver des places européennes l'année d'après et surtout grappiller 1 ou 2 victoires dans des championnats fortement compétitifs. Mais j'adore enregistrer avec vous pour la bonne et simple raison que ça, je l'avais noté aussi. Je l'avais noté et ça c'est triste parce que c'est des matchs à sens unique. Paris ne réagit pas et c'est typique d'une équipe jeune en fait. C'est que tu arrives à balle, pleine bourre, tu vas prendre ton match et puis derrière, bon, les autres vont faire le forcing pour revenir et vont pas réussir. Et c'est aussi symptomatique d'une équipe qui compte beaucoup sur ses ricains. Et c'est quelque chose qui me fait peur un peu pour la suite non pas de l'Eurocup, parce que les Ricains vont vouloir se montrer, mais la suite du championnat.
parce que tu vas avoir des jeunes un peu envoyés au front. Mais le fait que t'aies des ricains qui soient un peu sur le fait de se dire on veut se montrer en Europe, on veut performer pour trouver une meilleure équipe l'année d'après, ça fait que tu as tendance à lâcher plus facilement des matchs et te concentrer sur le championnat ou sur la prochaine journée d'Eurocup. Et au final, ça diminue ta capacité de réaction. Et ça, c'est un peu flippant. Un petit peu flippant. Bon, on verra. Est-ce que je peux ajouter un Tu petit peux tout à truc fait, Flavien. justement sur l'histoire des Ricains? Je rebondis parce que on a déjà fait plusieurs fois cette analyse dans le podcast, mais Ismaël Kamagaté, par exemple, c'est un garçon qui est pas forcément très bien exploité en attaque. Et je sais, il y a un podcast sur les Nuggets qui est sorti la semaine dernière qui expliquait que justement la franchise ne comprend pas justement l'utilisation du français dans l'équipe parisienne par Will Weaver, et ça découle aussi justement de l'envie en fait du coach de jouer avec ses carrés, notamment Jeremy Evans qui est maintenant titulaire depuis un bon mois et demi maintenant. Et le fait que Ismaël soit un peu moins utilisé offensivement que ce qu'on pouvait voir en début de saison, je pense que ça découle aussi de cette envie de maximiser l'utilisation de Terricain sur le parquet. C'est sûr, parce que Evans, il apporte du liant, mais Kamagaté, il a de l'énergie tout au long du match. Il a une certaine naïveté sur certaines feintes de grand-père ou des trucs, tu sais, que des vieux briscards d'Eurocup vont lui faire. Mais par contre, il faut que tu le développes, ton gamin. Et Evans, on sait que c'est un pigiste qui a été prolongé, mais il va sûrement partir en fin de saison, trouver un dernier gros contrat avant de prendre sa retraite. Mais Ismaël, il y a un double objectif. Il y a championnat Eurocup, mais surtout la draft. Enfin, la draft. Je me comprends. La NBA derrière. Et il l'a redit en interview. Je comprends pas l'utilisation. C'est un peu frustrant. C'est magnifique, messieurs. Il n'y a même pas besoin de faire de transition vers notre focus du jour, puisque vous digressez déjà vers Ismaël Kamagaté. Parce que oui, on voulait s'intéresser à cette tendance un petit peu sur les derniers matchs, on peut le dire, que les jeunes joueurs du Paris Basketball se mettent en avant. Alors, vous avez parlé des Américains du club qui, eux, on parle souvent de ces compétitions européennes qui sont une belle scène pour tous les joueurs pour atteindre des niveaux supérieurs, car l'Allemagne a montré qu'il était l'un des meilleurs joueurs de la compétition jusqu'à ce qu'il se blesse. Tyrone Wallace a un petit peu pris son relais, a montré que il pouvait prétendre à l'Euroleague. En tout cas, il y a des rumeurs déjà sur une potentielle arrivée en Euroleague pour lui la saison prochaine. Mais il faut bien avouer que en Eurocup, celui qui casse un petit peu la baraque côté Paris, c'est vraiment Ismaël Kamagaté. Voilà, comme vous le disiez, il a vraiment eu des performances significatives. Juan Bégarin, lui aussi, a plutôt eu des bonnes performances, notamment le dernier match en date à domicile contre Podgorica. Et lors du dernier match, les autres jeunes joueurs, on va dire ceux qui sont un petit peu moins expérimentés, ont également joué pas mal de temps. Malouaya, Diawara, Amon Crespin. Est-ce que le fait de voir ces jeunes, alors quand je dis les jeunes, je vais surtout c'est surtout le fait que potentiellement les 3 derniers cités vont peut-être jouer plus en cette fin de saison. Est-ce que c'est une tendance qui, vous pensez, va s'accroître, surtout avec potentiellement des matchs qui auront moins d'enjeux si Paris est déjà assuré de finir à telle ou telle place, Corentin? Alors, je connais l'amour de Flavien pour Kamagaté, donc mon analyse n'est pas trop centrée là-dessus, mais plus sur les 3 autres dont tu as parlé. Je vais mettre Maloya et un peu Diawara dans le même bucket. Pour moi, c'est des gamins avec beaucoup de potentiel, beaucoup d'énergie, qui se mettent des belles, on va dire, ils se la mettent en défense, quoi. Ils se mettent le cul par terre et ils y vont, et ils peuvent jouer sur plusieurs postes. C'est intéressant de voir qu'ils peuvent changer et apporter beaucoup d'énergie. Donc tu peux les faire rentrer de manière sporadique sur 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Tu ressors, enfin tu mets le feu, tu ressors, et je te refais rentrer 10 minutes après, 2-3 minutes. Et ça, c'est super intéressant, et puis ça t'apporte quelque chose que n'ont pas certaines équipes en Eurocup, puisque ça, c'est inscoutable, entre guillemets, puisque avec le peu de temps de jeu et le fait que ces gamins-là sont un peu moins scoutés, je pense, que les cadres, et tu peux mettre le bordel sur des actions pendant 2-3 minutes et réussir on va dire, libérer un peu tes cadres. Je me suis également penché sur un joueur que j'aime beaucoup, et en plus je crois qu'il est de chez moi.
tu me diras, Lilian, si je dis une bêtise, mais mon Crespin, il est de Thionville. Moi, étant de Metz, C'est bien ça. c'est ça, voilà, tu vois. Je me sens, comme toi d'ailleurs, hein, on se sent un peu solidaire. Et c'est un garçon que j'aime beaucoup. Pour ceux qui voudraient le connaître un peu mieux, Envergure avait fait un peu un podcast sur lui et je l'avais vu jouer au tournoi Euroleague Next Gen à Varese avec les jeunes du pôle France et j'ai vu un gamin qui est fort dos au panier, il a montré encore avec Paris, en pénétration sur un axe panier-panier, notamment en transition, il sait s'adapter et être assez fort. Courir sur cet axe-là, c'est intéressant. Et en plus de ça, il a un 3 points que je trouve assez sous-coté. Il a pas une mauvaise mécanique et il suffit qu'il soit en rythme. Donc, ça, c'est un gars qui, au contraire de ces deux autres gamins, est un vrai poste 4 que tu peux envoyer sur des séquences plus longues et qui te donne des vraies références en attaque. En défense, je trouve que c'est un peu plus compliqué. Après, bon, c'est normal, hein, c'est la jeunesse. Et puis, il pose des vraies questions sur son utilisation en cas de fuyant. Ça peut être vraiment intéressant à exploiter. Donc, tu vois, tu as 3 gamins à utiliser de manière sporadique et qui peuvent te donner des minutes. Et ça, c'est une richesse que très peu d'effectifs en Eurocup ont. Et attention, je parle que des 3 là. Je laisse la main à, à notre ami Flavien qui va nous parler de Kamagaté. Flavien, restons peut-être encore sur les trois très jeunes joueurs du Paris Basketball, on va dire. C'est vrai que déjà, en milieu de saison, dans certaines rencontres, on parlait justement de rencontres qui des fois étaient pliées assez vite, on s'interrogeait des fois sur le fait de ne pas voir notamment le duo d'abord Diawara-Malouaya en début de saison notamment. Alors là, récemment, je vais un peu citer les minutes pour que nos auditeurs se voient auquel match ils ont participé. Diawara, il a joué une quinzaine de minutes contre Grande Canaria et Podgorica. Malouaya, lui, c'était en gros une dizaine de minutes contre Trento et également Podgorica. Et Maël Amon-Crespin, alors lui, c'était presque entre guillemets une mini surprise. C'était le lendemain de sa signature, le match contre Trento, il me semble, où il a directement des minutes et plutôt et en des minutes importantes en plus. Alors c'était aussi lié à des blessures dans l'effectif, mais c'est vrai qu'on aurait même pu se dire que ça aurait pu arriver plus tôt et au final c'est vraiment dans la genèse de Paris de développer, enfin de mettre en avant ces jeunes joueurs à la fois pour le pur intérêt sportif de Paris dans l'instant T, mais également pour le futur Flavien. Ah oui, complètement, ça aurait pu arriver plus tôt. Maintenant, j'ai un peu peur, perso, que bah là, les minutes récentes qu'on a vues, que ce soit en Eurocup, en championnat, un peu pour ces trois jeunes-là, soient un peu conjoncturelles, dues aux blessures, en fait, tout simplement dans l'effectif, qui avait un effectif totalement réduit. Ouais, il y a eu 3 blessés en même temps. Effectivement, sur des postes plus ou moins où les trois peuvent dépanner. Et j'ai un peu peur, en fait, que leurs minutes décroissent lors du mois de mars. Pas forcément en Eurocup, mais c'est vrai que leur intégration en fait, dans l'effectif, elle pose question, mais c'est globalement sur l'effectif, sur la jeunesse de l'effectif, où Louisville, je pense que pour aller chercher un résultat, plus tu as des joueurs expérimentés, plus ce sera facile. Mais effectivement, si tu as des joueurs de 17 ans, moi je pense que Mohamed Diawara est capable, en tout cas dans un match par exemple, de ne pas être négatif sur des minutes importantes. Il l'a montré plusieurs fois. Que c'était en début de saison à Ankara, premier match d'Eurocup, il avait été très bon. J'ai des flashs en tête de lui où ça fonctionne, mais il passe le plus clair de son temps en fait sur le banc, et c'est un peu dommage d'avoir un joueur aussi versatile, aussi polyvalent, de pas forcément l'utiliser. C'est vrai qu'à mon Crespin, tu l'as cité, il joue 15 minutes sur son premier match avec Paris, complètement surprise parce qu'il le fait rentrer premier quart-temps, deuxième quart-temps, il le fait jouer un peu en fin de match. Et ce que j'aime bien avec Amon Crespin, c'est qu'il a pas peur de prendre des tirs. Dès qu'il a un tir ouvert, il a confiance en lui pour le prendre. Moi, j'ai un peu de doute justement sur le fait qu'ils vont pouvoir vraiment s'intégrer plus en profondeur dans la rotation. Je pense que Paris va aussi préparer un peu ces playoffs d'Eurocup qui, à mon avis, vont, au fil de la saison, devenir un objectif bien plus important qu'on se l'était imaginé il y a quelques semaines. Ce qui est positif, en tout cas pour les jeunes joueurs, en tout cas, c'est que on leur a donné des minutes, mais ils ont eux en retour donné des bonnes minutes. C'est ce qu'on soulignait notamment, je crois le dernier dans le débrief du dernier match de championnat contre Pau, c'est que vraiment, notamment Mohamed Diawara par exemple a vraiment, on aurait dit des joueurs professionnels depuis un moment. Ils n'ont vraiment pas été dans les moments, on va dire négatifs de Paris, et c'est ce qui pourrait en tout cas
pour la saison régulière d'Eurocup, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'en championnat, on les verra un petit peu moins, mais en Eurocup, ils devraient conserver potentiellement cette dizaine de minutes, même avec le retour d'un Kyle Helman. Passons peut-être, tiens, Flavien, garde la main. Parle-nous un petit peu d'Ismaël Kamagaté. Je vais juste donner quelques statistiques pour montrer à quel point il est peut-être le meilleur intérieur de cette campagne d'Eurocup. Il y a sûrement débat, mais il fait partie assurément du top 3. Deuxième au rebond, 9,6 en moyenne. Premier au compte, 1,7. Cinquième à l'évaluation. En tout, c'est 6 matchs à plus de 25 d'évaluation sur les 14 disputés. Il y a notamment eu son énorme double-double contre Hambourg. Euh, on peut dire que vraiment, alors autant il s'exprime très bien également en championnat, peut-être plus de manière moins régulière, mais on peut dire qu'en Eurocup, Flavien, chaque semaine, on va avoir un double-double d'Ismaël Gamagete et avec une très forte efficacité. Ah bah c'est clair. C'est un des antérieurs qui impressionne le plus aussi les autres équipes, hein, parce que je sais pas si vous aviez vu passer ce sondage des general managers en Eurocup, mais Ismaël, c'est pour les general managers d'Eurocup le meilleur défenseur. C'est l'un des 3 joueurs que les franchises, enfin que les équipes aimeraient signer pour l'année prochaine, et c'est pour eux le meilleur joueur de la saison en Eurocup. Donc rien que pour on va dire l'estime que les autres équipes ont pour Ismaël, je trouve que ça prouve un peu vraiment la domination et la peur en fait qu'il va avoir qui va en fait donner à ses adversaires. Et c'est vrai que on l'a dit, il a eu un coup de moins bien en décembre. Physiquement, c'était un peu compliqué. Et quand tu le retrouves vraiment entreprenant et physiquement à 100%, bah, il fait partie on va dire du très très haut du championnat de l'Eurocup dans le secteur intérieur. Tu as quasiment un double-double qui est acté avec Ismaël au début du match. Tu as une protection de cercle qui est élite. Euh, le fait qu'il partage la raquette avec Jeremy Evans fait que Paris est l'une des équipes les plus athlétiques. Et par exemple, contre Podgorica, c'est un des matchs références de Paris cette saison. Euh, Podgorica qui a quand même des intérieurs très très solides avec Alpha Kaba, avec Kamenias. Paris a limité, on va dire, la meilleure équipe au rebond offensif à seulement 10 rebonds. Et du coup, c'est permis, grâce à cette protection de cercle, de pouvoir plus rapidement développer du jeu en transition. Je trouve que justement, son utilisation en Eurocup, il, il est physiquement beaucoup plus fort que les autres, et c'est là où il va dominer largement. C'est aussi sa force, parce qu'il est long, parce qu'il court relativement vite pour sa taille, et il est plutôt mobile quand on va le servir. Franchement, après, voilà, je pense qu'il y a un petit biais de mon côté, mais je le trouve vraiment excellent en Eurocup, et tout ce qu'il montre pendant cette saison régulière le prouve un petit peu. Je pense pas qu'il y a le biais. Je pense que, comme tu le disais, rien qu'avec le- l'avis des general managers que tu as cité, ça montre un petit peu l'estime que les gens peuvent avoir pour Ismaël Kamagaté. En tout cas, et si vous avez une crainte du fait qu'il revienne encore une fois un petit peu fatigué de cette trêve internationale avec les matchs en équipe de France, là, la petite différence, c'est que avec la Leaders Cup qui s'est disputée ce week-end, on enregistre le dimanche, il aura eu, on va dire, là, une semaine au moins de repos avant de faire l'équipe de France et ensuite de reprendre Paris. Et ça pourra avoir son importance, voilà, dans la dernière ligne droite du championnat. Corentin, donne-nous toi ton avis sur Juan Bégarin. Je le disais, il s'est mis en valeur lors du dernier match contre les Monténégrins. 22 points, 10 sur 13 au tir, 5 passes, aucune perte de balle. Pour lui aussi, c'est son match référence de la saison, que ce soit en championnat ou en Eurocup. Dans les statistiques générales, en tout cas, de la compétition, il est deuxième aux interceptions avec 2,1 par match. Donne-nous ton avis global sur la saison de Juan Bégarin, parce que nous, on en a plutôt pas mal parlé avec Flavien cette année, mais toi, on t'a pas forcément entendu sur le joueur. Ça me fait plaisir que tu me poses la question. J'ai regardé le match de Buduknost. Enfin, c'est simple, je regarde tous les matchs de Paris Basket. J'allais dire à cause de vous, grâce à vous. Il y avait un mot qui est revenu, c'est domination.
En transition, il est là, il récupère des ballons, ça intercepte, ça court tout de suite. Et il est pas que dans la percussion et dans le vouloir créer un décalage pour aller au panier. D'ailleurs, sa panoplie de lay-up est juste incroyable. Il a aussi été mettre des shoots. Et je trouve ça super pertinent et intéressant de parler de ce gamin-là. J'en parlais avec des copains qui suivent du basket et me disent ouais, tu penses que Kamagaté Bégarin l'année prochaine NBA? Kamagaté, ok, peut-être. Les grands ont un prix. Des ricains comme Bégarin, il y en a beaucoup. Et moi, surtout, je me dis, ce gamin-là, alors je souhaite de tout cœur qu'il reste à Paris parce que c'est un peu fait partie des gars qui ont l'âme de cette équipe. Mais ce gamin-là, en Euroleague ou dans une grosse équipe d'Eurocup, il pourrait avoir un vrai rôle. Un vrai rôle un peu à la Isaiah Cordigné à Bologne. Et je trouve qu'il le remplirait très bien. Je le vois bien dans une équipe qui joue soit le haut de tableau d'Eurocup, soit qui est en Euroleague. Je le vois bien en Energizer en sortie de banc ou titulaire, mais qui joue pas 100% du match. Et je trouve que ce gamin a vraiment progressé. Il tient ses duels en défense, il ne mord plus sur certaines feintes de briscard qu'il trouve en Eurocup. Et en plus de ça, il a encore je trouve, améliorer ses qualités de percussion. Son shoot, ça commence à venir. Le truc qui serait intéressant, c'est de voir si sur pick and roll, il pouvait améliorer son mid-range ou se décaler plus facilement pour sortir des side steps, des choses comme ça qui sont demandées en Euroleague. Mais ouais, moi, je suis juste impressionné par ce gamin. J'ai hâte de le voir et je vous souhaite qu'il reste à Paris. Mais quel kiff ce serait de le voir dans une grosse équipe Euroleague. Voilà. C'est vrai que Juan Bégarin, il n'est jamais aussi fort que quand il arrive à alterner entre sa capacité à driver et shooter. Des fois, à certains matchs où il passe un peu au travers de cela, où bah, il se heurte à une défense qui l'attend. Mais je pense que j'aime beaucoup cet exemple de trajectoire qu'il pourrait suivre à la Isaiah Cordigné. Est-ce que tu es également d'accord avec ça, Flavien? Est-ce que ce serait la bonne trajectoire à suivre? Bah, ça y ressemble en tout cas, et je suis d'accord sur le constat que la NBA risque d'être un poil short encore pour lui cette année. Mais Cordigné, lui, il a eu je me souviens plus s'il a vraiment eu sa chance en NBA, mais il a fait des training camps, il a fait des Summer League. J'ai un doute s'il a signé un contrat, je me souviens plus bien. Non, il n'avait pas signé de contrat. Il avait il avait fait des Summer League. Avec les Nets, Il avait avec les pas Nets, fait il me de. semble qu'il avait eu des touches Exactement. quand C'est quand ça. ses droits Mais étaient pas de two-way contract. Ouais. Pas de truc dans le genre. Ouais. Et il a mis du temps à signer à la Virtus parce qu'il attendait ce genre de choses et c'est pas arrivé. Voilà, et en fait, j'ai un peu peur que pour Juan, ça soit un peu enfin, la même chose qui lui arrive, et effectivement, pourquoi pas en fait, ce qui est ultra intéressant avec Juan, quand il arrive à trouver de la stabilité, moi, c'est ça un peu là-dessus où je trouve mais on en a encore discuté plein de fois là, depuis le début de saison. Je trouve qu'il est pas forcément assez régulier dans ses performances, mais quand il arrive à trouver de la stabilité et qu'il devient le meilleur défenseur de son équipe et qu'il est capable sur son drive de faire de la différence et d'aller soit provoquer des fautes parce qu'il en provoque beaucoup, soit de pouvoir jouer pour ses partenaires, parce qu'il y a un match où il a fait un match à 9 passes, je crois que c'est en championnat contre Pau, et il finit avec 9 passes décisives. Tu dis qu'il y a, en fait, il y a des flashs qui le montrent, qui pourraient être tellement plus réguliers et plus intéressants du coup pour son équipe, et c'est vrai que dans le rôle qu'on lui donne à Paris, là, sans Axel Toupane, du coup, il a un rôle beaucoup plus important et beaucoup plus intéressant à voir quand Axel reviendra. Mais moi, je le vois, on lui voit forcément un bel avenir. Enfin, il a seulement 21 ans, 20 ans, 21 ans. Il est super jeune. Et par rapport à son âge, en fait, ce qu'il produit déjà, c'est extraordinaire. Oui, et puis tu sais, il y a aussi le fait qu'en Europe, pour un non-ricain, c'est incroyable d'avoir ça dans son équipe. En gros, il prend la place d'un ricain et il est JFL. Donc pour Paris, c'est du bonheur, ce garçon. Et on verra si les jeunes joueurs parisiens, du coup, vont continuer à jouer et surtout à produire sur cette fin de saison régulière en Eurocup et pourquoi pas en playoff. On verra ça dans les semaines à venir. Terminons cet épisode avec, voilà, comme d'habitude, les événements qu'on a retenus des dernières semaines de compétition, que ce soit pour Paris ou pour la compétition en général. Alors Flavien n'a pas fait ses devoirs, il n'en a pas, mais heureusement, Corentin en a deux. La On balance. est comme ça, mais heureusement, tu as Corentin qui vole à ton secours Ouais. et qui nous en donne deux. Donc vas-y, la place est à toi.
Et du coup, on va le punir, le petit Flavien. On va le punir parce que je vous ai parlé. Il y en a un que j'ai un peu distillé au gré de la conversation, mais on va te charger, Flavien. Mon anniversaire est le 15 mai. Je veux ce maillot Michael Roll, maillot version Eurocup. Alors extérieur de préférence, mais bon, le domicile me plairait aussi, il n'y a pas de souci. C'est ça qui m'a fait kiffer, revoir ce joueur sous une, on va dire, une tunique Eurocup m'a fait kiffer. Le voir sous la tunique francilienne m'a fait kiffer et je suis dégoûté de pas l'avoir vu en vrai. Voilà. Très honnêtement, parce que c'est un joueur qui a une aura et une classe incroyable. Chose très rare dans le basket de nos jours. Un monsieur, quoi. Voilà. Et deuxième chose, et là, préparez-vous parce que c'est un truc qui m'a fait bien kiffer. C'est le commentateur de l'Eurocup après la victoire contre Budućnost qui dit mot pour mot, Paris se place désormais comme un prétendant au titre. Et je trouve ça très très intéressant et je souhaite de tout cœur à Paris d'aller jusqu'au bout, alors le titre bien sûr, mais de faire un parcours, d'aller plus loin que les huitièmes de finale parce que cette équipe peut en avoir le potentiel. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte bien sûr, mais le fait d'avoir réussi à conquérir les Français, c'est top. Réussir à avoir des spotlights sur ce club flashy, c'est cool, mais avoir une reconnaissance européenne, et ben ça régale. Et pour aller dans ton sens, je lisais il y a pas si longtemps que ça un power ranking du site Eurohoops qui plaçait Paris comme la sixième meilleure équipe. Alors c'était un power ranking au moment, je crois fin janvier. Donc à peu près, et un power ranking où en début de saison, Paris était 19e. Et donc ils ont bondi à la sixième place. Et ça pourrait peut-être encore augmenter. Mais c'est vrai que en tout cas, les observateurs en Eurocup voient Paris très haut avec pour les raisons qu'on avait évoquées dans les autres podcasts, le style de jeu de Paris face au contingent européen. Moi, ce que je voulais parler un petit peu, j'ai un peu Paris nous fait un petit peu voyager. Là, on est en plein dans les vacances d'hiver, donc voilà, j'ai un petit peu envie de vous emmener voyager. Mais Paris, avec ses déplacements, Flavien, tu le citais, les déplacements compliqués, mais également très jolis à voir quand on suivait les réseaux sociaux du Paris Basketball, à Grande Canaria et Tel Aviv. Si vous n'avez peut-être pas de destination de vacances pour les prochains mois, prochaines semaines, bah écoutez, vous pouvez regarder Grande Canaria et Tel Aviv. Alors Grande Canaria, les îles Canaries, bon, moi en tout cas, je connaissais plutôt, mais c'est vrai que j'ai appris à découvrir Tel Aviv, qui est une station balnéaire israélienne qui est très jolie, et je peux vous dire que les Parisiens, alors si ils ont pris des larges défaites, c'est peut-être pas étranger au fait que ils sont peut-être un petit peu sentis en vacances également, tellement en plus ils sont arrivés dans des périodes où il faisait très beau. Alors je pense qu'en même temps, peut-être ils n'avaient pas totalement la tête à la compétition. Voilà, bon, petite boutade, bien sûr, on n'en doute pas qu'ils avaient envie de remporter ces matchs, mais c'est vrai que de suivre aussi les joueurs dans des voyages européens, forcément, ça change des déplacements un petit peu du train-train du championnat, où c'est globalement souvent les mêmes équipes qui reviennent chaque saison. On découvre des choses, des environnements, et voilà, c'était plutôt sympa. J'avais envie de le mentionner. Petit point sur le classement avant qu'on se quitte. Paris est donc du coup actuellement quatrième de son groupe B, 9 victoires, 5 défaites, qualifié d'ores et déjà pour les playoffs, on l'a dit, et notamment à la lutte avec Patras pour l'avantage du terrain au premier tour. Alors Paris ne devrait pas tomber au-delà de la sixième place. Londres qui est sixième a 3 victoires de retard sur Paris. Donc voilà, Paris devrait au pire du pire terminer sixième. On verra ça dans le prochain podcast parce qu'il ne reste plus que 4 matchs de saison régulière à Paris. Je vous les cite rapidement. Déplacement à Hambourg le 8 mars où Paris devrait pouvoir compter sur ses supporters parisiens normalement. Réception de Vorklo, déplacement à Patras qui devrait peut-être déterminer l'avantage du terrain ou non pour Paris. Et enfin, la réception de Londres le 28 mars pour du coup la fin de cette première saison régulière en Eurocup pour Paris. Voilà, messieurs, je sais pas, je pense pas que vous avez un petit mot pour terminer. Un petit pronostic peut-être? Est-ce que Paris aura cet avantage du terrain, Corentin? Sur la fin de saison, moi je les ai mis à 3 sur 4 là. Et je pense attention à Londres et attention à Patras. Mais normalement, 3 sur 4, ça devrait être bon. Et Flavien, tu voulais rajouter quelque chose en même temps que ton pronostic? Ouais, en fait, c'est pas forcément comme on arrive sur la fin de la saison régulière, on regarde un petit peu ce qui se passe dans l'autre Et poule. oui. Et moi, je serais vraiment curieux
et plutôt ravi de voir si Paris et Ulm pouvaient s'affronter en huitième de finale, vu les Voilà. contentieux qu'il y a eu en début de saison. Ça pourrait devenir être une belle affiche, à mon avis. Ah, j'ai bien vu, je l'ai Et, noté, mais j'aimerais bien voir Venise, moi, qui est une équipe que j'aime beaucoup et qui est un club qui est un peu en crise, en perte d'identité. Donc ça peut être pas mal pour Paris et c'est une équipe où physiquement Paris aurait le dessus. alors, on voit que Flavien, c'est le CM de nos réseaux sociaux, puisqu'il veut il veut un peu de sang face à Ulm. Surtout que, On veut la bagarre, on veut on la va la bagarre. et surtout qu'il faut La il faut le bagarre. dire, si Pacom Dadien ne peut pas jouer en championnat d'Allemagne avec Ulm, il peut en revanche jouer en Eurocup. Alors, je pense qu'il y a très peu de chances qu'il joue, surtout en play-off, mais sait-on jamais. Pacom Dadien pourrait en tout cas croiser la route. En tout cas, il va la croiser. Est-ce qu'il la croisera sur le... Enfin, il va la croiser, non. Potentiellement, il pourrait la croiser face à Paris, même s'il n'est pas forcément sur le parquet. Voilà, messieurs, merci encore pour ce quatrième numéro de notre émission Rock-Up. Comme d'habitude, vous pouvez suivre Corentin et ses collègues d'Upset Media sur les réseaux sociaux, sur Twitter, c'est notamment pardon, The Upset du 8 Media, sur YouTube également, The Upset Media. Il y a notamment un épisode, il n'y a pas si longtemps que ça, si vous vous demandiez si c'était la meilleure saison d'Euroleague depuis un bon bout de temps, il me semble. Donc voilà, on vous invite à aller les écouter. Et ben pour nous, comme d'habitude, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas voilà, à nous donner votre avis. Vous nous donnez souvent votre avis, notamment sur YouTube, sur les débriefs de matchs de championnat. Mais n'hésitez pas à nous donner votre avis sur Paris en Eurocup. Voilà, merci Corentin, merci Flavien. Et puis on se dit, Flavien, on se dit à très vite. Il y aura un podcast un autre podcast là plus axé sur le championnat et sur la dernière ligne droite pour Paris. Donc on se dit à très très vite. Bye bye. Ciao, ciao. Bye bye.